Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se replonger dans l'histoire de la mode et retourner aux origines des défilés et du métier de mannequin en allant à la rencontre de celui que l'on surnomme le père de la haute couture. J'ai nommé Charles Frederick Worth. C'est le 13 octobre 1825 à Bourne dans le Lincolnshire, une région anglaise, que Charles Frederick Worth est né, avec une situation plutôt aisée mais qu'il va vite perdre parce que son père était accro au jeu. Et un jour il a tout perdu à cause de ça, et par la suite a quitté le domicile familial. Ouais, il s'est barré, forçant les enfants et sa mère à trouver du travail et à s'en sortir comme il pouvait. Worth, à l'âge de 11 ans, il va commencer à travailler en tant qu'apprenti dans une imprimerie, et cette expérience ne va durer qu'un an, puisque par la suite, il va partir à Londres en tant que commis de magasin à Swan & Edgar, qui est un grand magasin du quartier de Piccadilly, qui est encore un quartier commerçant qui existe aujourd'hui. Et là-bas, pendant ses pauses, il va se promener à la National Gallery où sont exposés des portraits de la royauté. Il va être fasciné par ces portraits. Pourquoi? Grâce aux étoffes qui sont montrées dessus. Grâce à ça, il va faire des recherches sur le savoir-faire derrière les vêtements, derrière les matières, et la mode, ça va devenir sa vocation. Il va vraiment se passionner pour ça et vouloir faire carrière dans ce domaine. 7 ans plus tard, en 1844, Worth quitte la boutique pour aller chez Lewis & Allenby, un autre grand magasin dans lequel on fréquente la crème de la noblesse anglaise. Lewis & Allenby est surnommé The Silk Merchant, ou alors The Silk Warehouse, qui veut dire le marchand de soie ou l'entrepôt de la soie. La soie qui est une matière de prestige et qui va conforter Worth dans son envie de poursuivre sa carrière dans le domaine de la mode. Et il va choisir de partir au meilleur endroit pour faire cela en 1846. Paris, à cette époque, est déjà la capitale de la mode et la destination rêvée pour toute personne qui s'y intéresse. Un modèle de lifestyle, de prestige, de mode, tout simplement. Worth y arrive avec seulement 5 livres dans sa poche et pas un seul mot de français. Il va vraiment apprendre sur le tas. Il va trouver du travail chez la maison Gagelin, qui est spécialisée dans les châles en cachemire et qui est aussi un fournisseur pour les dressmakers de la cour. Donc, c'est-à-dire les couturiers qui vont faire toutes les tenues de la cour, donc de Napoléon III, de l'impératrice, etc. Là-bas, Worth commence à coudre des robes pour accompagner ses châles en cachemire, et il a l'idée d'utiliser ce qu'il va appeler des vendeuses sosies. Alors, c'est en fait les prémices du métier de mannequin qu'il va inventer plus tard. Il va tout simplement habiller des femmes qui ressemblent aux clientes qui viennent au magasin pour pouvoir présenter les vêtements et les aider à se projeter. Et c'est aussi comme ça que Worth va rencontrer Marie Vernet, qui est sa future épouse et aussi sa muse. Qu'est-ce que c'est mignon. Le succès est tel qu'un rayon robe va s'ouvrir au magasin et certaines de cette création vont être exposées à l'exposition. Oui, exposées à l'exposition, ouais, c'est très bien. Elles vont être montrées à l'exposition universelle de 1851 à Paris. Un an plus tard, en 1852, sa mère Anne décède malheureusement, alors que Worth est en pleine montée, est en pleine construction de sa réputation de couturier, et il monte en puissance. Et quelques années plus tard, va réaliser le plus grand projet de sa vie. J'ai dit ça comme si c'était une parenthèse. J'ai dit ça comme si c'était un truc très anecdotique. Bon, après, je sais pas trop comment ça a impacté son travail. Mais il a réussi à rebondir. « 1858. La situation de Worth est plutôt établie. Il s'est marié avec Marie Vernet, qui est donc maintenant Madame Worth, et ils ont eu ensemble 2 enfants, qui sont Jean-Philippe et Gaston. Il va rencontrer un homme d'affaires suédois qui s'appelle Otto Gustav Boberg, et ensemble, ils vont vouloir profiter des nouvelles innovations qui arrivent sur le marché. C'est l'arrivée des premières machines à coudre qui permettent d'industrialiser le marché de la mode, même s'il va tenir à un certain travail fait à la main, bien sûr. En tout cas, ensemble, ils vont fonder la maison Worth & Boberg et l'installer au 7 rue de la Paix, à Paris toujours. Le succès est rapide au vu de la réputation de Worth, qui a quand même un objectif,
à travers son placement aux 7 rues de la Paix, qui est de se rapprocher de la cour et de pouvoir la conquérir avec ses créations. Et là, il commence à révolutionner le monde de la mode avec ses petites innovations qu'il continue d'apporter. Il va organiser régulièrement des défilés en très petit comité. C'est vraiment différent de ce qu'on connaît aujourd'hui pendant la Fashion Week, où certes on a une certaine confidentialité sur les adresses, mais une fois que c'est dévoilé, il y a beaucoup de monde. Là non, au contraire, c'est très intimiste. C'est même du one-to-one. Il y a juste le client qui vient voir le défilé. Et là, on peut commencer à parler de mannequinat, même si c'est pas encore officiel. Il va commencer à penser ses pièces en fonction des saisons. Donc, il va commencer à inventer les collections automne-hiver, printemps-été. Bien sûr, il reprend son concept de vendeuse sosie pour le réinvestir dans sa boutique. Et petit à petit, ça monte. En 1960, Marie, l'épouse de Worth, va aborder la princesse Pauline de Metternich, qui fréquente donc la cour, pour lui montrer les croquis de son mari. Elle va se laisser convaincre et commander une robe de jour ainsi qu'une robe de nuit pour la porter au bal. Franchement les gars, si votre copine vous fait un coup de boost comme ça, qu'elle va faire du networking avec la noblesse, prenez grand soin d'elle. Le lendemain du bal où la princesse de Metternich apportait la création de Worth, celui-ci est convoqué à 10h par l'impératrice Eugénie, qui veut absolument le rencontrer. Il me semble qu'elle lui avait dit un truc du style demain à la cour à 10h pile. Très rapidement, il va devenir son créateur et son fournisseur préféré. Le coup de pouce de Marie a super bien marché et l'entreprise Worth & Boberg décolle. Pendant les années qui suivent, Worth continue de révolutionner la mode avec toutes les innovations qu'il apporte. Par exemple, en 1864, c'est lui qui est le premier à poser une griffe sur ses vêtements, le premier à poser une étiquette, chose qui se pratique quasiment tout le temps. Dès que vous voyez un vêtement, voilà, il y a une étiquette dessus qui signe le créateur. Et donc, c'est lui qui a inventé ça. Il obtient l'exclusivité avec ses fournisseurs et il va avoir une très belle clientèle comme l'impératrice Sissi qui va lui commander une robe unique qui s'intitule la robe aux étoiles et qu'elle va porter pendant un bal pendant la même année. En 1868, il crée la Chambre syndicale de la haute couture, qui est donc le même organisme qui existe encore aujourd'hui et qui organise les Fashion Week haute couture qui se passent à Paris et peut-être dans les autres destinations du monde. Ça faudrait que je vérifie, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ben voilà, c'est un organisme français, donc je sais que les Fashion Week haute couture se passent à Paris, mais pour le reste, à vérifier. Worth apporte également un énorme élan de modernité à l'industrie de la couture, puisqu'il va encore une fois innover sur les vêtements qui habillent les femmes de l'époque. Il va par exemple diminuer la longueur des robes et les rendre plus confortables. Il va retravailler les crinolines qui sont des étoffes rigides qui donnent l'effet bouffant aux robes. En fait, c'est pas la matière qui est comme ça, c'est parce qu'elle tombe sur ces crinolines. Donc voilà, il va les alléger, encore une fois dans une intention de confort, et être surnommé le roi de la crinoline. Père de la haute couture, roi de la crinoline, le mec cumule les statuts. Il va également ajouter un supplément de modulabi. Wow. Bon, il va rendre les vêtements modulables en faisant des manches interchangeables, des rubans de dentelle amovibles, et donc pouvoir décliner les tenues en fonction des saisons. Apparition dans les magazines, design reconnu par les bourgeoisies du monde entier, Worth & Boberg, c'est vraiment devenu la référence de la haute couture. C'est dans cette époque, autour des années 1870, que Worth va inventer officiellement le métier de mannequin et non plus vendeuse sosie. Il change également la relation entre clients et vendeurs, puisqu'auparavant les couturiers se rendaient chez leurs clients pour faire des essayages, pour montrer des essais. Là maintenant, c'est les gens qui se rendent en boutique, dans les salons, pour rencontrer les créateurs et puis faire des tests de matière, voir des modèles, voir leurs petits défilés. C'était un changement, encore une fois, dans l'industrie de la mode. Je manque de mots entre révolution, changement, innovation. Worth, il est trop fort. Il y a beaucoup d'anecdotes sympas autour de l'histoire de Worth & Boberg, comme par exemple, c'est l'impératrice Eugénie qui lui a passé une commande de 250 robes pour l'inauguration du canal de Suez. 250 robes pour un événement, même 250 robes tout court. Même sur une commande Shein, j'ai jamais vu ça.
En 1874, alors que la santé de Worth commence à se dégrader, Jean-Philippe et Gaston rejoignent l'affaire. Gaston est sur la partie business, quant à Jean-Philippe, il rejoint, il est à la création, donc un métier plus proche de son père, et l'autre plus proche de Boberg. Avec l'aide de ses fils, Worth va continuer à travailler jusqu'à s'éteindre en 1895 d'une pneumonie, et à ce moment-là, Gaston va reprendre la chambre syndicale de la haute couture, mais ne vous inquiétez pas, l'héritage de Worth continue. André Caroline, qui est la fille de Jean-Philippe, va épouser Louis Cartier et continuer d'être... et comme ça, elle va être une personnalité encore... Enfin, la famille Worth, en fait, va continuer d'être influente dans l'industrie de la mode et aussi de la joaillerie à travers ce mariage. On va aussi continuer du côté de Worth & Boberg d'apporter de la nouveauté dans l'expérience client quand on va s'acheter des vêtements, les clientes peuvent commander leurs robes par courrier ou par téléphone à partir de 1897, et l'histoire va continuer jusqu'à la moitié du XXe siècle. En effet, la maison Worth & Boberg va fermer ses portes en 1956. C'est assez difficile d'expliquer pourquoi, mais on peut supposer plusieurs choses que j'ai trouvées pendant mes recherches. Il y a bien sûr eu les deux guerres mondiales, qui ont eu un impact. On était encore en reconstruction du pays, les industries ont changé suite aux guerres. Il y avait également des contextes de crise dans l'entre-deux-guerres, ainsi qu'une nouvelle génération de couturiers qui arrivait, Christian Dior, Gabrielle Chanel, Hubert de Givenchy, plein d'autres. Et des noms qui vous sont familiers sûrement. 100 ans d'histoire qui ont complètement révolutionné la mode, et une maison qui serait sûrement parmi les plus grandes aujourd'hui si elle existait encore. Mais peut-être revivra-t-elle un jour. Dans un monde où on est très centré sur ce qui se passe autour de nous, où on veut être à l'affût de la moindre tendance, c'est bien aussi de retourner aux origines de ce qui se fait aujourd'hui et de comprendre comment la mode est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle pourrait évoluer dans le futur, puisque on le dit souvent, la mode est un cycle. En tout cas, j'espère que tu as appris pas mal de choses grâce à cette vidéo. Si jamais il y a d'autres choses que j'ai pas forcément évoquées, comme je te disais, il y a plein d'anecdotes sympas sur l'histoire de Worth, et que tu en as à partager, l'espace commentaire est ouvert pour ça. Tu peux également me faire des suggestions de futurs sujets pour d'autres vidéos, me donner des axes d'amélioration si quelque chose t'a gêné dans la forme de celle-ci. Enfin voilà, tous les retours sont bienvenus, on est là pour discuter. Et pense également à mettre un like à cette vidéo, à visiter mon Instagram où je partage mes photos de mode, et abonne-toi pour être informé de mes futures sorties. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où tu la regardes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.